Allô? Allô? قال لك اجن باثوجين من الحاجه اللي Allô? تعمل لك المرض قال لك Allô, هي oui. ولا autre قال لك ولا autre قال لك ولا autre un nom de carte ولا préalablement altéré قال لك donc Allô? un nom de carte Allô. قال لك سليم donc يقدر On يكون vous entend. قال لك لون دو كارد صباح يا حكيم فات لا ديابو برك ما كانش donc قال لك donc لون دو كارد ولا probablement altéré معنا شويه متغير donc لون دو كارد يقدر يكون سليم ولا شويه متغير حكيم Allô? انفكسيون قال لك تقدر على بالك ألو. قال لك ما تقدر Oh, t'es اي صباح يا حكيم بقات غير لا ديابو برك ما بانتش لون دو j'ai, كارد بقيت على قال لك نورمالمون يسمر thromboson. est-ce que vous m'entendez là? سمعناك Oui. وي Allez, c'est bon, on démarre. Hein. اي اون ديمار اوكي يا حكيم Oui, ok, ça. Oh, bonjour tout le monde. Allô? Allô. Allô? Oui, Bonjour, Vous m'entendez? on vous entend. Oui, Vous m'entendez? Oui, Hakim, oui. On vous entend. Allô? Oui, Hakim. Oui. Allô? حكيم نورمالمون Il ne reçoit pas la... Oui, non, il ne reçoit pas, je crois. Est-ce que vous m'entendez? وي وي Oui. Oui. On vous entend, Chucky. Allô? Allô. oui, on vous entend, Hakim. Oui, Hakim. Allô? Oui. بعتوا له ميساج بدك يقرا. حكيم نورمالمون سي بون احكي لهم نسمعوا فيك بارفي D'accord, vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Oui, on vous entend. Ah, yeah, c'est bon, ok. Donc, chers étudiants, désolé, les cours de thérapeutique, en fait, ils sont un peu lourds parce qu'en fait, on va parler de trucs nouveaux pour vous. Et ce qui est bien, c'est que vous allez les revoir à chaque fois. Donc, ça va vous permettre un peu de fixer les idées. Maintenant, nous allons voir une classe très, très importante. Très, très importante. Pourquoi? Parce que la plupart des urgences cardiologiques ont pour substratum, ont pour commencement, en fait, la formation de ce qu'on appelle un caillot, un thrombus. Donc, nous allons voir ensemble, l'embolie pulmonaire est un caillot dans les artères pulmonaires. L'infarctus est un caillot dans les coronaires. L'ischémie aiguë des membres inférieurs est un caillot dans une artère des membres inférieurs. La thrombose veineuse aussi. Donc, c'est pour ça que nous avons, nous, cardiologues, besoin de cette classe. Donc, je suppose que vous avez eu l'hémato comme module. Eux, au contraire, ils ont un problème avec les excès en fait de fluidité du sang. Donc, je pense qu'on vous a parlé d'hémophilie, non? Oui. Hakim. Oui. Par contre, nous, Oui, on n'aime Hakim. pas le thrombus, donc on aime bien que le sang soit fluide. Et c'est pour ça, nous disposons d'un arsenal thérapeutique qui regroupe, donc on regroupe sous le nom d'une classe qu'on appellera les médicaments antithrombosantes ou antithrombotiques. En fait, ces médicaments auront pour effet de soit limiter la formation du caillot, soit limiter son extension, ou bien carrément le dissoudre une fois formé. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la physiologie de l'hémostase.
je vais juste vous montrer une petite vidéo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, Hakim, أنا معاك. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. On vous entend. Oui, Hakim. C'est pas possible d'utiliser Media Player. Enfin, pas grave. Donc, vous savez tous que pour ce qui est de l'hémostase, vous avez ce qu'on appelle l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire. L'hémostase primaire étant en fait un temps plaquettaire. Généralement, les plaquettes, lorsqu'elles détectent une brèche vasculaire, elles vont reconnaître ce qu'on appelle le facteur tissulaire. Une fois reconnues, les plaquettes vont être activées et vont sécréter à leur tour ce qu'on appelle de l'ADP. D'une part, ils vont sécréter aussi le thromboxane A2, qui est un puissant agent agent agrégant plaquettaire. Donc le thromboxane A2 est fabriqué à partir de l'acide arachidonique et en fait, cette cascade de réaction est modulée par une enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase 1 au niveau des plaquettes. Donc, soit vous allez avoir des molécules qui vont bloquer les récepteurs à l'ADP, qu'on appellera les inhibiteurs du récepteur P2Y12 à l'ADP, et là, c'est la classe des thiénopéridines et dérivés. Soit vous allez bloquer la transformation de l'acide arachidonique en thromboxane A2, et là, c'est une vieille molécule indétrônable qu'on appelle, vous connaissez tous, stérine. Pour ce qui est de l'hémostase primaire, vous allez avoir soit un blocage de l'ADP, soit un blocage de la voie de l'acide arachidonique. Vous pouvez avoir aussi un blocage des récepteurs à la glycoprotéine 2B3A que les plaquettes utilisent entre elles pour se lier en utilisant des ponts de fibrinogènes. Mais là, c'est des médicaments donc, dédiés à l'usage en salle de cathétérisme, donc je ne vous demanderai pas de les apprendre, il faut juste les connaître. Le deuxième temps, c'est le temps de la coagulation. Donc, vous allez avoir une cascade enzymatique qui aura pour effet donc, la production de ce qu'on appelle d'un complexe enzymatique qui va transformer la prothrombine, donc le 2, en 2 activé. Et cette prothrombine va transformer les molécules de fibrinogène en fibrine, en pente de fibrine, qui vont engainer le caillot plaquettaire qui est dit blanc. Donc, première classe de médicaments, c'est les antiagrégants plaquettaires. Donc, j'ai bien dit que vous allez avoir des médicaments qui vont bloquer la synthèse du thromboxane A2, et là, vous avez l'aspirine. Et vous allez avoir aussi une deuxième classe qui va bloquer les récepteurs du P2Y12 à l'ADP. Et là, le chef de file étant le clopidogrel, qui est disponible en Algérie. Vous avez aussi de nouvelles molécules, telles que le prasugrel et le ticagrel. On va commencer par l'aspirine. Aspirine, donc, molécule très vieille, connue depuis l'Antiquité, puisque on a trouvé des papyrus égyptiens, voire aussi des récits grecs d'Hippocrate où on décrivait donc on vantait en fait les vertus non pas anti-agrégantes, mais plutôt antalgiques et antipyrétiques de l'aspirine. En fait, l'aspirine a été, on va dire, commercialisée pour la première fois durant le 19e siècle grâce au laboratoire Bayer. Et en fait, l'effet anti-agrégant plaquettaire n'a été découvert que relativement récemment, puisque ça lui a valu un prix Nobel en 1982. Ça, c'est un peu l'historique. Je vous invite un peu
redécouvrir. Ce bloc encore une fois. Donc, comme antiagrégant, l'aspirine n'est pas vraiment utilisée dans les thromboses veineuses, mais on utilise surtout l'aspirine dans les thromboses artérielles. Il faut savoir que l'effet antiagrégant n'est possible grâce aux faibles doses, entre 75 et 325 mg. Au-delà de 1 g, vous allez avoir un effet plutôt anti-inflammatoire et antipyrétique. C'est pour ça, si vous avez mal ou à la tête ou vous avez de la fièvre, un sachet d'aspirine à 100 mg ne fera rien du tout. Il faut plutôt aller vers des doses plus élevées. Quand est-ce qu'on utilise l'aspirine? Soit dans des situations aiguës, telles que les syndromes coronaires que nous allons voir ensemble. On peut l'utiliser aussi comme antithrombosant dans la fibrillation atriale, dans le post-IDM, et après tout, les syndromes coronariens, AVC, AONI, pathologies que vous allez voir durant les différents cours de pathologie. Il n'y a pas vraiment de contre-indication si ce n'est l'aspirine, si ce n'est l'allergie. Et là, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode de désensibilisation. Il y a des situations à risque hémorragique où on ne peut pas utiliser l'aspirine, ça c'est évident. Quelqu'un qui saigne, on ne peut pas lui donner de l'aspirine. Les effets indésirables, c'est surtout donc les effets gastro-intestinaux. Il faut faire attention parce que l'aspirine, en bloquant la cyclooxygénase 1, va bloquer aussi la production du film protecteur de prostaglandine au niveau de la muqueuse gastro-duodénale, qui rend donc le sujet vulnérable ou propice à développer des ulcères gastro-duodénaux. Et bien sûr, avoir un ulcère qui va saigner sous antiagrégant, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Deuxième classe, c'est d'antiagrégants plaquettaires, c'est les inhibiteurs du récepteur P2Y12. Il faut savoir que la première molécule qui a été utilisée dans ce sens, c'est la ticlopidine. Mais la ticlopidine avait beaucoup d'effets indésirables, notamment hématologiques, tels que la plasie médulaire, donc l'industrie a toujours pour objectif de gagner de l'argent. Et là, ça a marché avec le clopidogrel, donc la même efficacité, mais moins d'effets secondaires hématologiques. Donc le clopidogrel est utilisé donc, en prévention secondaire dans les AOMI. Là, on va faire peut-être des vidéos en privé pour vous expliquer un peu l'angioplastie, la pose de stent, les antiagrégants après les anti-agrégation plaquettaire après pose de stent. Donc, on va pas s'attarder dessus. Il faut retenir que quelqu'un qui va avoir un infarctus aigu, on doit lui donner une double anti-agrégation comportant de l'aspirine et un inhibiteur du P2Y. Bien sûr, les gens qui sont allergiques à l'aspirine, on peut leur donner à la place de l'aspirine du clopidogrel. Survoler un peu les contre-indications. Je vous ai dit que la cyclopidine était la première molécule découverte. Le problème, c'est que le clopidogrel a un délai d'action qui est relativement long, chose qui n'est pas très intéressante dans les situations urgentes. Et deuxièmement, il y a 30% des gens qui sont résistants. Ce qui nous a amené, pas nous, les industriels, à développer de nouvelles molécules qui ont moins de résistance et qui ont un délai d'action qui sera plus rapide. Donc le prasugrel et le ticagrelor. Je pense que le jour où vous allez commencer votre internat ou bien votre exercice, vous allez assister, vous n'allez plus avoir de clopidogrel, mais plutôt l'une de ces deux molécules. Actuellement, ils sont pas disponibles en Algérie. Donc, ticagrelor et prasugrel ne sont recommandés que dans les syndromes coronariens aigus. Là, c'est des molécules qui sont dédiées au cath lab, donc vous sautez. Donc voilà, ça c'était les anti-agrégants plaquettaires. Maintenant, on va passer à la deuxième place.
Ce sera donc les anticoagulants, en attendant que l'écran... Pour ce qui est donc... voilà, donc pour ce qui est de la deuxième classe, là c'est des vidéos, donc on va sauter. Voilà, donc la deuxième classe, les anticoagulants qui vont agir sur le deuxième temps de l'hémostase, c'est-à-dire l'hémostase secondaire. Et là, vous avez deux grandes classes. Anciennement, on avait les héparines et les antivitamines K. Pour ce qui est des héparines, les héparines, ce sont de grosses molécules. Et nous avons l'héparine non fractionnée, donc grosse molécule qui va se lier à l'antithrombine 3, qui est un anticoagulant naturel. En fait, l'héparine a une action anticoagulante indirecte parce qu'elle va potentialiser un effet anticoagulant naturel. Donc, en se liant à l'antithrombine 3, elle va augmenter son effet jusqu'à 1000 fois son effet anticoagulant, notamment sur les facteurs 10 et les facteurs 2. Le problème avec l'héparine, c'est que c'est une molécule qui est instable. Donc, on ne connaît pas aussi l'effet sur la personne. Donc, il y a une variabilité interindividuelle du dosage. Donc, on ne connaît pas la dose à administrer. Et là, pour le faire, pour connaître la dose, on est obligé de faire de doser ce qu'on appelle le TCA. Donc, on va donner l'injection d'héparine. Ça s'administre donc en pousse-seringue électrique. 6 heures après, on va doser les TCA. S'il est entre 2 à 3 fois le témoin, c'est bon. Sinon, on doit modifier la dose. Il existe aussi deux formes. Il existe une forme sodique qu'on administre par voie IV continue. Donc, dès l'arrêt de la perfusion, l'effet disparaît. Donc, ça, c'est très contraignant. Bien une forme calcique avec 3 injections. Mais le talon d'Achille, c'est qu'on ne connaîtra jamais donc la dose au préalable. Le problème aussi avec les héparines, c'est qu'elles provoquent de l'allergie. Pourquoi? Parce que c'est une molécule qui est extraite à partir de l'intestin d'animaux, notamment les bovins. Et un usage en long cours peut provoquer des thrombopénies immunoallergiques. On s'est rendu compte que, en fait, seulement une fraction de la molécule d'héparine a cet effet anticoagulant. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas couper? Et là sont nés les HBP1, c'est-à-dire les héparines à bas poids moléculaire. Vous connaissez peut-être l'Ovenox, c'est le plus utilisé. Donc, en coupant la grosse chaîne, on va avoir des molécules qui sont plus stables. Et là, on peut connaître la dose au préalable et pas besoin de faire des dosages du TCA pour pas besoin de faire des bilans en fait pour connaître la dose. Le problème, c'est que les HBPM, on ne peut pas les utiliser chez les insuffisants rénaux parce qu'ils sont éliminés par voie rénale. Donc, si on a coupé la chaîne, donc on a modifié un peu sa pharmacocinétique et un risque d'accumulation chez les insuffisants rénaux. Donc, aujourd'hui, on utilise la chaîne F, c'est-à-dire la non fractionnée, que chez les insuffisants rénaux. Donc, je vous laisse lire les indications que nous allons voir ensemble durant les différents cours de pathologie. Donc, je vous ai dit que la contre-indication principale était l'insuffisance rénale. Ce qui est bien, c'est que avec les HBPM, et là c'est une question d'examen, on n'a besoin d'aucune surveillance. Même avec les HBPM, on peut avoir des thrombopénies. En plus, c'est un traitement qui est injecté par voie sous-cutanée. Et là,
chez certains patients, il y a des indications à l'anticoagulation au long cours. Donc, sera obligé de donner des médicaments, des relais, de faire ce qu'on appelle des relais. Avant, même aujourd'hui, on fait ces relais donc avec les AVK. Les AVK, c'est des molécules qui vont bloquer la vitamine K, qui vont bloquer donc la vitamine K. Et la vitamine K, pourquoi en bloquant la vitamine K, ils vont avoir un effet anticoagulant? Parce que la vitamine K est utilisée comme cofacteur dans la synthèse hépatique des facteurs de la coagulation, donc le 2, 7, le 9 et le 10. Le problème, c'est que les vitamines K ne sont pas immédiatement efficaces. Donc, il faut attendre jusqu'à entre 2 et 4 jours pour avoir l'effet escompté. En attendant, le patient n'est pas protégé. Donc, on doit commencer un traitement anticoagulant par HPPM ou HNF. Le problème aussi avec les antivitamines K, c'est qu'ils ont beaucoup d'interactions alimentaires et médicamenteuses. Comme vous le savez, la vitamine K est apportée exclusivement par l'alimentation. Donc, une alimentation riche en vitamine K risque de diminuer l'effet du traitement. Les vitamines K se lient exclusivement aux protéines, donc tout médicament qui pourrait entrer en concurrence avec la vitamine K risque de modifier la pharmacocinétique et de provoquer un surdosage, tel que par exemple les INS. Donc vous allez avoir plusieurs molécules, telles qu'on utilise en Algérie, l'acénocoumarol ou le Centran. Il y a aussi donc la warfarine, la coumadine. Il y a aussi le Préviscan qui est utilisé en France. Le problème avec les antivitamines K, c'est qu'on ne connaît pas la dose au préalable. Donc, on est obligé d'administrer un traitement, attendre qu'ils atteignent, qu'on atteigne donc l'efficacité maximale et doser ce qu'on appelle l'INR. L'INR, c'est quoi? En fait, on compare la fluidité du sang du malade par rapport à celle du témoin. Et dans la plupart des indications, si vous avez un sang du malade qui est 2 fois plus fluide, entre 2 et 3 fois plus fluide que le témoin, donc on est dans la zone thérapeutique. La plupart des indications, vous allez avoir un INR entre 2 et 3. Pour certains patients porteurs d'une prothèse cardiaque mécanique, donc j'ouvre une petite parenthèse, il y a certaines personnes qui ont des prothèses mécaniques. Le fait d'avoir une prothèse mécanique, donc les rend susceptibles de développer ce qu'on appelle des thromboses de prothèse. Donc il faut qu'ils maintiennent une anticoagulation à vie. Et là, dans certaines prothèses, surtout les anciennes prothèses, on est obligé d'avoir un niveau de fluidité plus élevé, parce que c'est des designs de prothèses qui sont hautement thrombogènes. Donc, je vous ai dit que les problèmes il y avait beaucoup de problèmes avec les antivitamines K. Il y a toujours des problèmes avec les antivitamines K, beaucoup d'interactions médicamenteuses, alimentaires. Il ne faudrait pas qu'ils mangent des aliments riches en vitamine K. Il ne faudrait pas qu'ils prennent des anti-inflammatoires. Et pour la plupart, c'est des vieux, donc ils ont mal un peu partout. Le problème aussi, c'est que c'est des médicaments qui sont tératogènes. Donc, chez la femme qui est enceinte, ils sont contre-indiqués au premier trimestre de la grossesse, ils sont contre-indiqués aussi donc, à la fin de la grossesse, donc avant l'accouchement, en raison du risque hémorragique. Provoque beaucoup d'accidents hémorragiques. Ce tableau résume un peu les indications et l'INR recommandé. Il faut savoir aussi qu'il provoque beaucoup de complications hémorragiques. Et on parle de surdosage si vous avez INR supérieur à 5. Ça veut dire que le sang du malade est 5 fois plus fluide qu'un sujet normal. En l'absence d'hémorragie, là, juste on va arrêter le traitement pendant 2 jours, le temps que le foie synthétise de nouveaux facteurs. Mais si vous avez des hémorragies, vous devez administrer de la vitamine K, parfois même administrer ce qu'on appelle du PPSP. C'est du plasma, en fait. C'est des facteurs de la coagulation. Voilà, donc, vu que les anticoagulants, vu que les AVK avaient plusieurs problèmes d'interaction médicamenteuse, plusieurs problèmes d'interaction alimentaire, qu'on a pensé à développer une nouvelle classe. C'est ce qu'on appelle les anticoagulants oraux directs. Et là, je pense, pour vous, je pense
pense que vous n'allez plus utiliser des AVK, mais plutôt des AOD. En Algérie, ils sont disponibles, mais ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. C'est des molécules qui coûtent un peu cher, donc à titre d'information, un traitement d'un mois coûtera entre 6 000 et 12 000 dinars, en fonction des molécules. Donc ils ont constitué une avancée thérapeutique comme anticoagulant. Il y a deux classes, inhibiteurs de la thrombine, donc c'est des anti-2A, et inhibiteurs du facteur 10, anti-10A. En Algérie, nous avons le dabigatran, le Pradaxa, nous avons aussi le Xarelto, qui est le rivaroxaban, et il y aura prochainement l'apixaban. Mais tout ça, c'est pas remboursable par la classe. Peut-être que ça le sera dans un avenir proche. Pour le moment, deux indications majeures. En fait, petite parenthèse par rapport à l'AFA. L'AFA est un trouble du rythme à l'étage atrial dans lequel l'oreillette va trimuler. Et en trimulant, elle ne va pas avoir une contractilité efficace et il va y avoir en fait un risque de formation de caillots et ces caillots peuvent se loger dans le cerveau, dans les membres. Donc ça peut provoquer des AVC, des ischémies des membres. C'est pour ça qu'on doit donner une anticoagulation préventive. La maladie veineuse thromboembolique, nous allons voir ça ensemble. Donc avec ces molécules, il y a beaucoup d'avantages parce que la dose est fixe, on la connaît au préalable, il n'y a pas beaucoup d'interactions médicamenteuses, aucune surveillance, pas beaucoup d'interactions alimentaires ou du tout, et on peut les donner donc on peut administrer n'importe quelle thérapeutique en association. Et enfin, on termine sur les thrombolytiques. Là, c'est une classe qui a cette particularité de dissoudre le caillot, même une fois formé. Donc, vous pouvez avoir des caillots qui vont bloquer une artère, que ce soit coronaire, que ce soit une artère pulmonaire. Et là, on va donner cette classe pour essayer de dissoudre le caillot. C'est un peu un détergent, en fait. Donc, ils vont agir indirectement en, en accélérant la transformation du plasminogène en plasmine. Et cette plasmine, en fait, est un thrombolytique naturel. Donc, il y a trois médicaments. Le TPA, donc c'est l'actylis qu'on utilise nous en cardiologie. Il y a aussi d'anciennes molécules, streptokinase et urokinase, mais c'est des molécules qui sont extraites à partir d'antigènes de bactéries. Donc, elles provoquent beaucoup d'allergies. Donc, aujourd'hui, on utilise surtout les dérivés du TPA et ses analogues. Donc, pour les indications, on peut l'utiliser dans l'embolie pulmonaire, dans les syndromes coronaires aigus. Tout ça, nous allons voir ensemble. On peut thromboliser aussi des AVC ischémiques. Et là, vous avez vu ça normalement en neurologie. Certaines ischémies aiguës du membre. On peut utiliser aussi dans les thromboses de prothèses cardiaques, de fistules de dialyse. Bien sûr, il faut connaître les contre-indications que je vous invite à lire. Voilà, c'était tout pour ce cours. J'ai fait un peu vite parce que je suis limité par le temps. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Hakim, j'ai une question. Non. كونيكسيون عنده ضعيفة مش يسمع فيك. Ben, s'il n'y a pas de questions, on va clore cette session. Donc, j'ai discuté avec Monsieur Tebet. Donc, pour ce qui est des cours de pathologie, nous allons les faire en privé. Ça serait mieux. Voilà, je vais m'entretenir tout de suite avec Monsieur Tebet pour décider des modalités d'organisation des cours de pathologie. On va soit réutiliser le Zoom ou
notre plateforme, carrément un réseau social. Voilà. Merci. Bon courage et à très Merci. bientôt. Merci. ميرسي الحبيب. طيب تقولي مدنا الكور الأول ما كانش. او سي بون اني قلت له او قال لي العشيه ان شاء الله يحط. قال خذوا لي كور اليوم ولا مازال؟ عندنا 4 معنا. وعندنا كور العشية على 1:30 ولا على 1؟ زوز نورمالمون مش واحد. وش مكتوب في الافيشاج هذاك هو جو بونس على الواحد. وشي هما اللي دابا ديكور الفيديو سيلفو بلي. وين نلقاو يا افيشيتهم سي بون كاين في الافيشاج. كاين الفيديو او اختيك واخاها. داكوغ ميرسي. انا شفتهمش بركة. ميرسي. ميرسي. قول يا ثابت الفيديو وين نلقاو او يورغانيزيوهم ساعه يديروا لهم اورغانيزاسيون لا فاكولتي ومن بعد يحطوهم في الاو ليرنينغ هذيك لا ميم. الله يمدوهم قبل بسمانة بهذيك الزمان كوم دابيتود. مازال الوقت ومازال الحال. وين هو ليكزامان؟ مازال مازال يا جماعه ونرجعوا نقراو ونديروا ان ريفيزيون ومازال الحال. ماشي نرجعوا نقراو قداه من سيمان راح نقراو الكارديو فاه. احنا قراو درك انا درك 16 اوت نرجعوا لو 16 اوت جوسكو لا فان اكتوبر نحيو une semaine de délibération une semaine de rattrapage donc 2 semaines donc maximum 3 semaines donc début octobre donc عندك un mois et 3 semaines donc عندك 7 semaines. Donc, on peut faire, par exemple, un euro, dire 3 semaines euro, au la fin, on fait l'examen, on bat 3 semaines cardio, et on fait l'examen, ou ça suffit, ou tu as dit que je me l'ai. Mais les cours à demain, on نعاودوهمش après. D'autres cours. قالك نديرو بتيت ريفيزيون عليهم برك. محسوبين مي وي ان بروبليم ونحكيوك بالدالة برك يا جماعة. s'il y a un problème ou un souci un cours دار في la vidéoconférence le prof او يقدر يعاودو parce que راح يدير chaque prof يدير un méga TD ou un méga cours pour répondre à toutes les questions pour répondre à tous les soucis اللي صراو في la vidéoconférence ونديرو